On quitte la Corse pour revenir à la politique, non seulement intérieure mais internationale. La crise, le président de la République est intervenu cette semaine pour essayer d'aider les Français les plus défavorisés, on va dire, à sortir un peu la tête de l'eau. Je ne sais pas si vous avez suivi déjà les premières mesures et un commentaire sur ce que M. Sarkozy a décidé en accord, ou en tout cas en consultation avec les différents partenaires syndicaux. Est-ce que vous avez un premier commentaire à faire là-dessus, M. Chevènement ? Les syndicats considèrent que ce n'est pas assez. Et à juste titre, parce que si on regarde le problème, c'est une crise mondiale. La réponse doit être mondiale. Les Américains font un plan de relance de 787 milliards de dollars. Et si vous faites le total de tous les plans de relance en Europe, c'est 6 fois moins. Donc on voit bien que la réponse n'est pas aussi vigoureuse. Alors, c'est le pacte de stabilité, c'est les arguments des uns et des autres, on ne veut pas avancer, et finalement on fait quelque chose qui quand même tire assez court. Je ne dis pas que ce n'est rien. Il y a de la réactivité, je salue cette réactivité, mais elle est insuffisante par rapport à ce qu'il faudrait faire pour, je dirais, contrecarrer cette crise. On entend quand même des pans entiers de l'économie qui s'écroulent dans l'automobile, le bâtiment, on voit des dizaines de milliers de licenciements, on voit les États-Unis qui ont détruit 2,5 millions d'emplois. C'est grave quand même. Donc là, on n'est pas tout à fait à la hauteur. Mais je dois dire que la réponse, à mon avis, elle sera donnée au niveau international. Il y a le G20 qui se réunit au début du mois d'avril. C'est là qu'on doit décider d'apporter la réponse, je dirais, efficace, qui devra toucher la consommation aussi bien que l'investissement. Monsieur Chevènement, je ne vous comprends pas là. Non, mais parce que ça fait 20 ans que je vous suis. Vous m'avez expliqué depuis 20 ans que l'important c'était la nation et que c'était le seul degré où on pouvait avoir une réponse efficace et que tout le problème c'était ce libre-échange mondialisé qui avait fait pression à la baisse sur la demande, sur les salaires, etc. Donc aujourd'hui que nous sommes dans une crise de la mondialisation, vous nous faites comme les libéraux que vous avez brocardés pendant 20 ans, et vous nous dites qu'il faut une réponse mondiale. Mais c'est la crise de la mondialisation, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est vous qui nous l'avez appris dans vos analyses depuis 20 ans. Alors là, je vous comprends pas, j'ai l'impression d'une contradiction majeure. Alors vous n'avez pas compris sur un point, c'est que pour moi, la nation n'est pas toute seule. C'est le cadre de la démocratie, c'est le lieu de la décision, et j'approuve par exemple que M. Sarkozy ait demandé à un moment la réunion du G20. Il a fait le voyage, M. Bush était en fin de partie, donc ça c'est fait. Et il va y avoir une nouvelle réunion, et on sent bien qu'il faut que les Américains ne soient pas tout seuls à faire une relance aussi forte, il faut que tous les pays excédentaires en fassent autant. Pour autant, vous parlez de la protection, elle ne s'impose que vis-à-vis de pays dont les coûts de production sont 10 fois ou 20 fois inférieurs aux nôtres. Et elle doit prendre en compte aussi l'importance de la relance qui sera effectuée par chaque gouvernement, les Chinois, les Japonais, les Allemands. C'est donc une vue d'ensemble que je voudrais que vous ayez. Et je dirais que pour moi, un protectionnisme modéré peut être utile pour réguler les flux, parce qu'il y a d'un côté des excédents énormes, de l'autre côté des déficits abyssaux, comme aux États-Unis. Donc voilà, il faut rechercher le juste équilibre. Nolo. Oui, mais je comprends un peu la surprise de Zemmour, parce que moi j'ai un de vos livrets de la Fondation Res Publica, ça date de quelques années déjà. Celui-là, il y en a eu plusieurs, s'intitule « Mondialisation régulée des échanges et préférences européennes ». Donc là, c'était quand la crise couvait. Effectivement, moi je m'attendais à un des premiers mots que vous prononciez, ce serait une analyse du protectionnisme, puisque la crise, en effet, donne raison à votre mouvement de pensée, ou en tout cas permet de l'appréhender à travers votre mouvement de pensée. Oui, il s'agit d'une fondation qui n'est pas politique, qui est reconnue d'utilité publique, qui fait donc des recherches, qui confrontent des points de vue éventuellement divers sur cette question. Et il apparaît clairement que l'Europe, quand on compare l'Europe et la Chine, par exemple, a des coûts de production qui sont très élevés. Donc, si la Chine fait un effort beaucoup plus important pour la consommation, pour développer son marché intérieur, pour instaurer une sécurité sociale, ça crée des conditions nouvelles. Et c'est si on mettait Paris en bouteille, votre histoire? Non, parce que les Chinois sont justement en train de faire un plan de relance qui n'est absolument pas négligeable et de mettre en place un début de sécurité sociale. Donc je pense qu'il faut tenir compte de tous ces éléments. Vous me sidérez. Quant à la préférence européenne, elle existait quand on a créé le marché commun. Pourquoi vous ne le dites pas?
Pourquoi vous ne dites pas qu'il faut retourner à la préférence européenne et que les Allemands ne sont pas d'accord et que c'est là le vrai hiatus entre les Français et les Allemands? Les Allemands ne sont pas d'accord, mais ils se rendent compte que leurs exportations sont en train de chuter très profondément. Quand ils se rendent compte, on va tous crever. Eh bien voilà, il faut qu'il y ait des échanges, et j'en ai quelquefois avec des économistes allemands, c'est musclé. C'est musclé, parce que les Allemands ont quand même serré la vis. Comme ça, c'est pas musclé. Hein. Non, mais les Allemands ont quand même serré la vis depuis 2000, oui. Et par conséquent... Sur notre dos. Sur le dos de tous les pays européens, puisque les 3/4 de l'excédent commercial allemand est fait sur l'Europe. Donc voilà, ce sont des études très sérieuses qui nourrissent des propositions politiques qui n'ont rien de démagogique, mais qui tiennent compte de tous les éléments. Pendant la Vous campagne... avez l'air stupéfait. Non, vous me Mais je vois que votre éducation est encore à faire. J'ai beaucoup de peine avec vous. Hein. Vous êtes un élève récalcitrant. Pendant la campagne présidentielle, il y a déjà presque 2 ans, puisqu'elle a duré longtemps, cette campagne présidentielle entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Vous étiez soutien de Ségolène Royal, vous étiez rallié à son panache, parce que pendant un temps, vous aviez aussi l'intention de vous présenter, vous aviez finalement fait marche arrière pour soutenir Madame Royal, et vous déclariez à propos de Monsieur Sarkozy, c'est le candidat du grand capital financier mondialisé. Vous pensez toujours ça de Monsieur Sarkozy? Écoutez, à la place où il est quand même le chef de l'État. Donc il y a une certaine légitimité qui s'attache à sa fonction. Mais les forces sociales qui le soutenaient, les amis qui l'ont porté, avec lesquels il s'est retrouvé le soir de l'élection présidentielle dans un grand restaurant parisien. Oh, vous y allez au Fouquet's aussi de temps en temps, Monsieur Chevènement? Écoutez, quand je suis invité de moi-même, mais je crois que M. Sarkozy était invité. Il était peut-être invité. Eh bien, écoutez, c'est même ça le problème. Je pense que, comme je ne souhaitais pas l'élection de M. Sarkozy, c'est pas une révélation pour vous. J'ai soutenu la candidate qui me paraissait pouvoir le battre. Je l'ai fait sur une base politique. Et d'ailleurs, elle s'est tenue à cette base politique, on peut dire, jusqu'au premier tour. Donc, je me suis donné quand même de la peine pour réunir les meilleurs éléments qui pourraient la faire gagner. Elle a d'ailleurs du caractère. Vous continuez à penser qu'aucun autre candidat n'aurait fait mieux que Ségolène Royal à gauche? Vous avez dit ça? J'ai dit ça parce que... Pour être gentil. Non, pas pour être gentil. J'ai dit ça parce que la gauche n'était pas en ordre de bataille. Vous savez, c'était après le référendum sur le traité constitutionnel. Donc il n'y avait pas clairement des choix qui avaient été faits au sein du Parti socialiste, principalement, pour réorienter la construction européenne. Moi, je trouve que c'est très emblématique de votre carrière politique, cette histoire avec Ségolène Royal. Parce que depuis... cette histoire avec Ségolène Royal, soyez clair. Oui, de quelle histoire parlez-vous? Parce que j'ai pas dit cette idylle. Monsieur Chevènement n'a pas trahi François Hollande. Mais non, mais non. Ce que je veux dire, c'est que depuis 40 ans, vous avez fondé votre carrière politique sur être le conseiller du prince de gauche. Vous avez fait ça avec Guy Mollet, avec François Mitterrand, avec Lionel Jospin, et vous finissez par faire ça avec Ségolène Royal. À chaque fois, parce que vous êtes le plus intelligent de tous, vous êtes un intellectuel en politique, mais le problème c'est que vous ne parlez jamais au peuple, donc vous parlez aux princes, et qui, eux, doivent parler au peuple. C'est votre limite. Donc à chaque fois, vous leur donnez un logiciel républicain, national, qui, moi, me va très bien, et à chaque fois... ils vous trahissent. Je vous sentais un peu chevènementiste. Mais moi j'assume. Oui. Simplement, à chaque fois, vous êtes le cocu magnifique de la gauche. À chaque fois, Mitterrand en 83, il fait le virage et vous êtes obligé de démissionner. Jospin en 97, il est élu sur votre programme et aussitôt il signe le traité d'Amsterdam qui est exactement le contraire. Et Ségolène Royal, alors dans la journée, elle vous fait des mamours et le soir, elle dîne avec Bernard-Henri Lévy, qui est exactement le contraire de tout ce que vous pensez, de ce que vous êtes. Ça tombe bien parce que justement, ça rejoint ce que vous dites et vous allez pouvoir répondre, Monsieur Chevènement. Effectivement, quand Bernard-Henri Lévy a dit et même écrit, il y en a un qui a fait beaucoup de mal à Madame Ségolène Royal, c'est Jean-Pierre Chevènement. Il a contribué à faire perdre Ségolène en lui fourguant de la mauvaise cam, en lui non pas qu'elle se drogue, mais il parlait du contenu du programme, en lui donnant toutes ces histoires sur le drapeau, les bataillons disciplinaires, par exemple, l'idée que les Français aient un drapeau tricolore à leur fenêtre, ça c'était une idée à vous ou pas? Non. Mais je crois qu'elle lui avait été soufflée par un de ses conseillers qui était marseillais le jour où elle était à Marseille.